Ici votre crevette avec ses agrumes, étrange de betterave Chega qui est une variété de betterave, et juste ici un carpaccio de Saint-Jacques qui est légèrement cheesy avec ses copeaux de jambon Ibérico Bellota, qui est un jambon espagnol. Sur les tables, truffes, foie gras, Saint-Jacques, les clients des Ducs de Lorraine dégustent des mets raffinés, cuisinés avec talent, si l'on se fie au classement du guide Michelin 2020. Le critique culinaire attribue à nouveau sa confiance à cette table d'exception, la seule dans les Vosges à posséder une étoile. Mon fils et moi, on est des fins gourmets. Et on aime la bonne cuisine, on aime le décor et ça, il ne pouvait pas se tromper en m'invitant aujourd'hui au Duc de Lorraine. C'est notre restaurant d'Épinal du coup, et des Vosges maintenant, c'est le seul étoilé qui nous reste. En plus c'est le local Intramuros à Épinal, c'est l'adresse de prédilection. En coulisses, 6 cuisiniers savent faire pour une 60aine de couverts chaque jour. Des produits nobles dans les assiettes, c'est ce que recherchent les clients d'un étoilé. On essaie de faire évoluer, on est obligé de faire évoluer de toute façon pour suivre les nouvelles modes, essayer de travailler des nouveaux produits qui sortent et en même temps on garde toujours notre base classique, c'est important de garder les bases quand même. Ce travail, cette recherche de qualité est récompensée entre autres par l'attribution des gratifications du Michelin. Alors, quelques heures avant l'annonce des nouveaux lauréats, la tension monte. On travaille toute l'année en gardant l'objectif de faire plaisir et c'est quand même une récompense qui fait briller quand même le département. Cette année encore, la Lorraine a pris cher. Ça fait 2 ans de suite qu'on prend beaucoup. Donc même nous, hier, on n'était pas rassurés. Il y a quand même 3 étoilés Michelin qui ont perdu l'étoile en Lorraine. Nous, on n'était pas rassurés hier. Et on n'est pas rassurés pour l'année prochaine non plus parce qu'on se dit où ça va s'arrêter. La Lorraine garde 10 restaurants étoilés, dont un dans les Vosges. Le guide rouge 2019 avait déjà évincé les barus. Les critères évoluent, mais restent opaques. Michelin, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement sur quoi il se base. Il y a eu beaucoup de restaurants qui ont perdu l'étoile. Pourquoi? On ne sait pas. Ils viennent souvent en anonyme, ils payent leur note de restaurant et 2-3 jours plus tard, ils viennent dans la matinée pour venir voir nos produits, nous demandent des factures, si on travaille bien avec les produits qu'on affiche, savoir ce qu'on travaille, ils traînent un peu en cuisine, voir ce qu'on fait. C'est une visite vraiment complète qu'on a souvent et des fois anonymement, on ne sait pas qui sont venus. L'étoile au Michelin ne fait pas tout, mais apporterait 30% de clientèle en plus, corrélé ou non, depuis la réduction du nombre de restaurants classés au guide 2019. Les Ducs de Lorraine dressent plus de tables et affichent complets les week-ends, pratiquement un mois à l'avance. Entre l'envoi d'un colis ou le dépôt d'un chèque, les clients de passage à la poste de Molsheim ce matin ont eu la surprise d'être interpellés par des agents de la préfecture du Bas-Rhin. Pendant 3 jours, ces derniers vont à la rencontre des citoyens dans les gares, marchés et autres lieux publics pour une opération de sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales. Avec une nouveauté cette année, un service en ligne qui permet en quelques clics de vérifier sa situation. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble la démarche pour vérifier Oui. Donc, vous êtes inscrite sur une liste électorale? Oui. Oui. Donc, voilà la tablette. Il faudra décliner votre nom de naissance. Donc, ça permet bien de vérifier que vous êtes inscrit. Après avoir vérifié l'inscription sur la liste de la commune où ils souhaitent voter et répondre à leurs questions, les agents remettent aux passants des documents indiquant les sites internet sur lesquels réaliser leurs démarches. Et parmi les clients ce matin, certains étaient plus ou moins au courant. Là, on a les cartes électorales à la maison, donc on les reçoit. Donc là, on sait qu'on est inscrit, mais c'est vrai que ça permet de voir si tous les membres de la famille sont inscrits ou non et peut-être de faire des démarches justement si on voit qu'ils ne sont pas inscrits. De tête, je vais à la mairie, mais je ne savais pas qu'on pouvait se renseigner sur Internet. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me renseigner là-dessus. C'est toujours un plus, il y a un gain de temps, si on n'est pas obligé de se déplacer, si on ne connaît pas forcément la commune où on arrive, ou si on sait qu'on peut déjà préparer beaucoup de choses avant de devoir se déplacer en mairie, c'est quand même un plus. Là, je vais aller regarder, mais en tout cas, moi, je sais que je suis inscrite. Voilà, mais je vais quand même vérifier si tout est correct, parce que c'est donner son avis. On nous donne le choix, la chance de pouvoir donner notre avis, donc il faut s'exprimer. Plusieurs opérations de terrain auront lieu demain matin sur les marchés de Strasbourg et Saverne et au centre-ville de Sélestat, avec pour enjeu de rappeler aux citoyens le droit de voter et les aider dans cette démarche.
Il est toujours utile d'informer les électeurs, d'informer le citoyen dans le cadre de ses droits et en l'occurrence d'un droit fondamental qui est celui du droit de vote dans notre République française et de pouvoir informer sur les différentes possibilités de pouvoir se renseigner sur sa situation électorale. C'est effectivement depuis la réforme de 2019 une démarche qui est aisée, facile de pouvoir faire en quelques instants sa démarche d'inscription sur les listes électorales et de pouvoir, dans les meilleures conditions, exercer son droit de vote. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui ont déménagé dans une nouvelle commune, il reste encore du temps, jusqu'au 7 février exactement, pour effectuer les démarches en ligne ou à la mairie. Arrivé en Chine fin août dernier, Steven est désormais cloîtré dans sa chambre étudiante, ou presque. Même si Pékin se situe à 1200 km de Wuhan, où s'est déclarée l'épidémie de coronavirus, tout le pays est touché. Le quotidien du jeune Aubois est lui aussi bouleversé. Actuellement, Pékin est un peu vide du coup. Déjà, c'est un peu vide avec les festivités du Nouvel An. Donc, voilà. Mais ça s'est empiré avec du coup, le virus. Du coup, tout a fermé, il n'y a pas grand-chose pour manger. Il y a quand même quelques supérettes à l'extérieur du campus qui sont ouvertes, donc c'est là-bas où on va s'approvisionner. À 21 ans, Steven est parti en Chine dans le cadre de ses études en informatique. Aujourd'hui, face à l'épidémie, sa famille le contacte tous les jours, mais lui semble plutôt serein. Au début, il y avait un peu plus d'inquiétude quand même, mais maintenant c'est un peu soulagé. Mais malgré que du coup les cas augmentent. Mais à Pékin, il n'y a pas trop de cas, ça augmente pas trop, donc c'est pas trop inquiétant non plus, mais un petit peu quand même. De fait, les mesures de précaution et de sécurité ont été renforcées sur le campus où il habite. Il faut montrer patte blanche à chaque déplacement hors du site. Pour rentrer et sortir, c'est tout sécurisé, donc il faut montrer nos cartes d'étudiants, etc. pour rentrer. Pour le dortoir, c'est un peu pareil, ils nous demandent d'aller à l'hôpital dès qu'on sort du campus. Donc c'est pas mal sécurisé. Nous, personnellement, on porte des masques, on fait attention du coup au niveau sanitaire. On sort juste pour aller chercher à manger, on se lave les mains en rentrant, et après on reste chez nous. Face à ces restrictions et l'ennui qui en découle, Steven hésite à revenir en France, d'autant que sa rentrée scolaire chinoise, initialement prévue le 20 février, a été reportée à une date ultérieure. C'est un peu long du coup, vu qu'on n'a pas grand-chose à faire. On ne peut pas trop sortir, il n'y a pas trop d'activités en soi. Donc on passe nos journées dans nos chambres. La plupart se demandent s'il faut rentrer, s'il reste ici, etc. Du coup, personnellement, j'ai regardé un peu les vols. Et je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Normalement, je devrais rentrer. Après, quand exactement, je ne sais pas. S'il décide d'écourter son séjour, son école nancéenne a déjà assuré qu'il pourrait reprendre son cursus en France à son retour. Il peut aussi décider de faire un aller-retour le temps que la situation soit sous contrôle et rentrer à Pékin lors de la reprise des cours. Des produits de première qualité, une finesse d'exécution et une constance dans la réussite de ses plats, telles sont les qualités que le guide Michelin attribue à Stéphane Schneider, chef étoilé à Sarreguemines. Une reconnaissance qui honore son établissement depuis plus de 40 ans, et pourtant le chef sait que rien n'est jamais acquis. Le restaurant a perdu son étoile durant 3 ans dans les années 90. La journée d'hier a été très compliquée. Pourquoi alors, expliquez-moi. Écoutez, on ne sait jamais quoi, à moins que les résultats ne tombent, je veux dire, on est sûr de rien. Donc après d'entendre des collègues qui ont perdu leur étoile, ça m'attriste beaucoup. J'ai connu ça, donc je sais ce qu'ils vont traverser, et c'est vrai que c'est douloureux. Car la perte d'une étoile, c'est toujours une sérieuse remise en question. Mais ici, le chef a toujours gardé comme principale motivation la satisfaction inconditionnelle de ses clients. Nos clients sont toujours présents, je pense avec l'étoile ou sans l'étoile. Je veux dire, les gens viennent aussi pour la cuisine qu'on fait. C'est pas le but non plus après d'essayer de faire plaisir au Michelin. Le but du jeu, c'est d'essayer avant tout de faire plaisir à ses clients. Il bénéficie aussi d'une équipe solide. Le second de cuisine, Mathieu Otto, est aussi le Bocuse d'Or France 2017. Ça nous a permis de renouveler un tout petit peu notre cuisine également. On a énormément appris en travaillant ensemble, en essayant d'améliorer finalement certaines choses. Oui. Et en salle, la faïencerie de Sarreguemines sublime ses plats authentiques, travaille avec passion et générosité, le travail de toute une équipe.
Rien qu'en se basant sur l'accueil ce mercredi soir à l'Espace Lac de Gérardmer, on peut dire que c'est un festival qui assurément va en mettre plein les yeux aux inconditionnels du gore, du fantastique ou de la science-fiction. Qu'est-ce que vous servez comme horreur? Moi, des glaces. Tu veux une glace? Glace à quoi? Un peu à tout, aux yeux, aux doigts, à l'oreille. On parle bien sûr du 27e Festival international du film fantastique de Gérardmer qui a donc débuté avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture, on va y revenir. Festival international car 13 nations sont représentées au travers de 50 films, plus d'une centaine de projections de longs ou courts métrages, hors ou en compétition, avec un hommage tout particulier et baptisé dans les griffes du cinéma français. Alors ça c'est quand même une grande nouveauté cette année, c'est-à-dire que traditionnellement on a toujours rendu hommage à une ou plusieurs personnalités du cinéma fantastique, ça c'est un peu dans la tradition du festival. Mais cette année on a décidé de rendre un hommage global à l'ensemble des grands cinéastes de genre français. Ils sont 21 exactement à venir à partir de vendredi. Bref, jusqu'au 2 février, côté grand public, de quoi se faire tout à la fois plaisir ou peur, c'est au choix. Qu'est-ce que vous appelez un bon film ? Un film qui m'émeut, qui peut me faire peur, qui peut me faire rire, tout dépend du film. Qu'est-ce que vous venez chercher ici à ce festival? La peur. Vous avez besoin de vous faire peur? Voilà. Alors la peur comment? La petite peur ou la grosse peur? La grosse peur. Par moment, c'est la grosse peur. Prête à sauter sur votre siège? Fermez les yeux surtout. Les yeux ouverts, c'est mieux pour regarder un bon film. Et d'ailleurs... C'est quoi un bon film fantastique? C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre, c'est que les histoires, on les connaît déjà. On est dans un univers de codes et ce sera des variations autour de mythes, de figures. Et du coup, ça veut dire que les récits doivent être particulièrement soignés parce que les thèmes, on les connaît. Et la mise en scène aussi. Moi, je viens chercher quelque chose de... Je viens pas chercher du frisson. Ça, c'est un cliché. À 44 ans, déjà venue en 99 en tant que membre du jury long métrage, l'actrice, réalisatrice et scénariste italienne Asia Argento, première femme à être présidente du jury long métrage, a donc ouvert les festivités. Je déclare ouvert les 27e Festival de Cinéma Fantastico de Gérardmer. Merci. Ce jeudi, le jury enchaînait avec le visionnage de 3 films en compétition et puis, autre moment attendu de tout bon festival, le traditionnel photocall, les pieds dans la neige, et l'occasion pour nous d'une question à la volée, tant à la présidente qu'à un des musiciens du groupe R. Bon, j'espère de voir des films très bien, des films qui vont me surprendre. Je peux pas dire. Je pense que la musique électronique en fait est rentrée dans la musique au cinéma. Et donc du coup, voilà, ça me passionne de voir ça et de voir ce qu'elle a apporté en fait à la musique pour évoluer et pour essayer justement de rendre les choses encore plus parfois que ça peut faire encore plus peur ou encore plus, ça rend les choses un peu plus glauques ou encore un peu plus morbides. En ouverture du festival ce mercredi soir était projeté Snatchers, ce film américain de Steven Seedorf et Benji Clayman. Ils sont 10 longs métrages, 5 courts en compétition cette année pour un verdict dimanche soir.